Inviter nos experts. Volodymyr Zelensky donne une interview au Washington Post. Il se confie sur les premiers jours de la guerre. On verra ce qu'il faut en retenir. On reviendra aussi sur cette rencontre organisée demain à Lviv avec le président Erdogan, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président turc plus que jamais au centre du jeu. On en parle avec nos invités. Margot Haddad, qui est avec nous, du service international de LCI, le général François Chouvency, consultant en géopolitique, et également Nadezhda Koutepova, réfugiée politique russe et membre de l'association Russie Liberté. On en vient donc à cette interview pour le Washington Post donnée par Volodymyr Zelensky. Il y aborde plusieurs points et notamment donc ces premiers jours de la guerre, ce début de la guerre. Aurait-il dû préparer sa population à une guerre alors qu'il était au courant, qu'il avait des informations? On va voir ce qu'il répond, le président ukrainien, qui parle également des mesures qui doivent être prises avec force, parmi lesquelles les restrictions des visas touristiques pour les Russes. Aurore Villemur, vous avez décrypté toute cette petite interview et notamment cette histoire de visa. Exactement, donc le président ukrainien qui s'est donc entretenu pendant 1 heure avec les journalistes du Washington Post, et il a martelé ce qu'il martèle depuis le début: plus de visas pour les ressortissants russes. Voici ce qu'il dit: les Russes doivent vivre dans leur propre monde aussi longtemps qu'ils n'auront pas changé de philosophie. Voilà, le message est clair. Volodymyr Zelensky réclame une mise au ban des citoyens russes, tout simplement pour mettre la pression sur Moscou, et il se justifie. Il n'y a rien dans ces sanctions qui enlèvent des biens ou des vies humaines. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de gaz. Il suffit de fermer les frontières pendant 1 an et vous verrez le résultat. Voilà, le président qui pointe la responsabilité des citoyens russes, en quelque sorte, qui se trouvent à l'étranger aujourd'hui. Regardez, les Russes qui s'opposent publiquement à la guerre ne sont que des cas isolés, et ces gens sont en prison. Fin de citation. Et le président ukrainien qui l'assume, il ne fallait pas prévenir les Ukrainiens de l'imminence d'une invasion. Il y avait trop à y perdre, c'est en substance ce qu'il dit au Washington Post. Exactement, selon lui, trop à perdre, car en apprenant la possibilité d'une invasion russe, les Ukrainiens auraient eu un réflexe: fuir leur pays le plus rapidement possible. Cela aurait créé des scènes de chaos, l'Ukraine serait ruinée et les Russes, je cite, auraient dévorer l'Ukraine. Si nous en avions parlé, j'aurais perdu 7 milliards de dollars par mois depuis octobre dernier, et les Russes nous auraient pris en 3 jours. Voilà ce que dit le président à ce sujet, qui précise qu'il ne s'attendait pas à ce que la guerre prenne autant d'ampleur. Personne ne croyait que ce serait comme ça, personne ne le savait. Il avait été averti notamment par les services de renseignement américains. Il le dit, mais visiblement le message c'était plutôt: attention à vous, monsieur le président, fuyez avec votre famille. Je ne peux pas faire ça, a répondu Volodymyr Zelensky, qui a donc préféré rester en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'il dit. Oui, et on connaît effectivement aussi la suite. Alors, on va parler des visas dans un petit instant, mais on revient tout d'abord sur ces dernières déclarations. L'idée, c'était de ne pas semer le chaos, c'est ça? C'était d'éviter ça, et il a eu raison, Volodymyr Zelensky? D'éviter également, je pense, une fuite des hommes sur le terrain, pour qu'il y ait encore une certaine mobilisation au début de l'invasion russe. Et ça, c'était extrêmement important. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des volontaires, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui veulent rester sur le terrain. On parle de 5000 femmes au front, ce qui est énorme. Les femmes ne sont pas obligées de rester sur le territoire ukrainien, et elles ont fait ce choix de rester et de combattre. Donc, pour le moment, c'était surtout ces révélations du Washington Post, une manière d'avouer tout de même qu'il ne fallait pas semer la panique en amont pour éviter une fuite des hommes sur le terrain. Vous êtes d'accord avec cette analyse? En même temps, il dit aussi qu'il ne s'y attendait pas non plus, qu'il avait des renseignements, mais que voilà, il a été surpris comme tout le monde. Alors, sur le service de renseignement, on dit que les services ukrainiens sont tellement bons que finalement, ils savent beaucoup de choses. Donc, ne pas croire à l'agression, moi, m'interpelle. Bon, mais en temps de guerre, avant une guerre, on croit, en 1940 aussi, on n'a pas cru à l'agression allemande, alors qu'on avait les plans de l'ennemi. Bon, voilà. Donc, ça arrive. Maintenant, pour revenir effectivement à ce contre-narratif, finalement, parce que moi, je me souviens très bien du début de cette guerre en Ukraine, où le narratif était que toute la nation ukrainienne et tous les hommes étaient face à l'ennemi. Et donc, Zelensky, quand même, n'était pas tellement convaincu que son peuple allait se battre jusqu'au bout et qu'un certain nombre d'hommes, finalement, allaient fuir le combat s'ils en avaient l'opportunité. Le troisième point,
c'est quand même quand les États-Unis préviennent quand même plusieurs semaines à l'avance de l'imminence d'une agression armée russe, j'ai peut-être une réaction de militaire. Quand on sait qu'il y a une menace, on mobilise la population. Alors, il y a des mesures progressives, de telle façon qu'on affiche sa détermination à résister, et ça peut dissuader une agression militaire adverse. Et quand on parlait tout à l'heure de cette réunion, de cette plateforme de coordination sur la Crimée dès août 2021, c'est mise en place, et qui devait se reproduire le 23 août de cette année, il va peut-être se reproduire, elle va se reproduire d'ailleurs, je crois, oui tout à fait, par vidéoconférence. Je dis quand même que quand je fais un peu tous les faits les uns à côté des autres, quand j'entends le président Zelensky avec cette lecture dans ce Washington Post dire oui bon finalement on va rien faire, il y a quand même une incitation indirectement à la guerre, parce que si vous voulez dissuader une agression, on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle n'arrive pas. Or, reconquête de la Crimée programmée... Mais si on s'en va, on fait en sorte qu'elle arrive aussi. Enfin, je veux dire, on la stoppe pas pour autant. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que la mobilisation générale ou progressive d'une classe d'âge, par exemple, pour reprendre des termes anciens de notre histoire, marque la détermination politique de résister à une agression. Ouais. Et ça, il dit, bah non, on ne fait pas, on attend. Donc, impréparation... peut-être face à la guerre, il ne sait peut-être pas trop quoi faire parce qu'il n'a jamais été préparé à être chef de guerre, mais il y a quand même des sortes de choses, de mesures qui peuvent être prises pour dissuader une agression. Et je reste quand même persuadé que quand je fais tous les faits depuis 2014 de ce qui s'est passé, qu'il y avait une marche à la guerre du côté ukrainien, non pas pour faire la guerre à la Russie, mais pour reconquérir les territoires perdus, parce que la Crimée a toujours été une revendication ukrainienne, le Donbass, quand même, ça fait 8 ans de guerre, 15 000 morts, avec une situation qui devait s'améliorer, puisque l'armée ukrainienne était formée depuis 2014 par les Américains, les Britanniques, les Canadiens, que les équipements militaires arrivaient. Donc, pour moi, il y avait quand même des signes prémonitoire d'un affrontement militaire à un moment donné, et que, pour revenir à cet article du Washington Post, si on voulait l'éviter, il suffisait déjà de montrer qu'on était déterminés à résister. En tout cas, il a rapidement pris le costume du chef de guerre, quoi qu'on en dise, Volodymyr Zelensky, à la tête pour mobiliser son peuple. Et ce que les Russes n'avaient pas prévu, c'était cette résistance ukrainienne qui s'est quand même mise en place absolument très rapidement. Alors bien sûr, il y a les armes des Américains, l'argent des Américains, mais... est-ce que cette résistance, effectivement, ça, ils ne l'avaient pas prévu, les Russes? Oui, c'est que bizarre. Et on dit maintenant que Vladimir Poutine est devenu une victime de sa propre piège. Ça veut dire qu'il a construit une armée des rapports. Ce n'est pas l'armée de l'arme, mais l'armée de rapports. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que son service secret lui a rapporté que l'Ukraine est prête à être envahie. Ça veut dire que les gens qui sont sur la place, ils sont des complices, des alliés des Russes, et ils sont prêts d'être bienveillants avec la porte verte. Et c'est pourquoi 2 spécialistes, 2 officiers de service secret ont été arrêtés de cet département qui était responsable pour prendre cette information. Mais on dit en russe, le conditionnel n'existait pas. Ça veut dire que la décision a été prise par Zelensky. Et moi, vous savez que, en sachant des Ukrainiens, car moi je me pose toujours comme une moitié ukrainienne, mais je ne pense pas tout d'abord qu'il s'enfuit du pays immédiatement, même si le président Zelensky a annoncé que demain ça sera une attaque des Russes. Et en plus, il y avait aussi expérience de cette invasion du Crime où les Russes se nommaient comme les gens polis. C'est un terme qui, à partir de Crimée, est venu dans le discours. Et peut-être ils pensaient, même moi, qui connaissent bien le régime, jusqu'au dernier moment, je ne croyais pas, parce qu'on vivait dans la logique de la paix après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Alors, en tout cas, il n'y a pas eu de fuite en avant, effectivement, des Ukrainiens, même si on lit dans l'article quand même qu'il y a eu des fonds qui sont sortis d'Ukraine. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que la plupart sont restés et la plupart ont combattu. Je crois que c'est le sentiment, enfin c'est même pas un sentiment, c'est une réalité. On a vu une formidable résistance ukrainienne. D'abord, n'oublions pas quand même que l'armée ukrainienne était en refonte totale depuis 2014, avec des nouvelles structures, avec une nouvelle formation, une guerre qui se faisait dans le Donbass quand même, qui s'est faite pendant 8 ans. Donc une armée aguerrie, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une armée aguerrie qui était en mesure de résister. Donc oui, il y avait une préparation suffisante. Maintenant, est-ce que Zelensky a pris la mesure finalement de capacité de résistance de l'ensemble? Peut-être qu'il avait confiance dans son armée, mais est-ce que la population lui posait peut-être problème? Parce que le sentiment occidental dont se revendique une grande partie des Ukrainiens,
c'est quand même pas trop de faire la guerre. Hein. On voit plutôt la paix, sinon les dividendes de la paix, comme certains l'ont dit. Hein. Donc on est aussi dans une logique, on ne veut pas la guerre. Et ça explique pourquoi il y a des fonds qui partent, que des gens voulaient partir. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, il y avait un article dans le Figaro, je crois ce matin ou hier, sur ces Ukrainiens qui ne veulent pas se battre, alors qu'on avait quand même un narratif très fort en disant... Et moi, ça m'avait frappé, je l'avais dit, ça m'avait vraiment frappé par rapport d'ailleurs à la population française, éventuellement, dans mon histoire, de voir ces familles ukrainiennes aller à la frontière de l'Ukraine, amener femmes et enfants pour qu'ils soient protégés, et l'homme venait rejoindre son poste. Ouais. Et c'est quand même, c'est ce qu'on nous a vendu, entre guillemets, dans le bon sens du terme. On a bien vu, d'abord, il y avait des lois pour le faire. Oui, il n'y a pas tellement de choix non plus. Pas tellement de choix. Moi... Enfin, on a eu d'autres cas où les gens pouvaient partir en payant, bon, peu importe. Mais là, on a eu cette image très forte d'un peuple qui résistait, les hommes qui retournaient, qui allaient au combat et qui allaient effectivement défendre leur terre, leur pays. Et ça, il faut quand même le remarquer et féliciter le peuple ukrainien pour ça. Oui. Et moi, je voudrais ajouter que Poutine et son régime n'ont pas compris que l'Ukraine est vraiment changée à propos de l'Union soviétique. Et c'est la génération qui est changée. C'est la génération qui a cru dans les valeurs européennes. Parce que si vous discutez avec toute pseudo-élite poutinienne des valeurs ukrainiennes de droits de l'homme, elle toujours rigole. Elle dit que « Ah, mais vous croyez vraiment que droits de l'homme, c'est sérieux? Vous croyez vraiment que cette valeur, ça existe ?» Parce que leur valeur, c'est toujours l'argent, la puissance, la terre. Et il ne peut pas juger l'autre peuple qui a changé cette direction. Oui. Et ça, c'était bien montré à Maïdan. Même s'ils se fréquentaient à quand même. Maïdan, parce que vous savez que... Même s'il y a beaucoup de familles mixtes, en oui, fait, qui se fréquentent. mais Maïdan, énormément. il a changé beaucoup de compréhension même. Vous savez, si l'autorité russe veut faire peur à peuple russe, il dit « Vous voulez Maïdan ?» Il dit « Ah mais non, on veut Paris comme pendant le Gilets jaunes. Et Maïdan, c'est vraiment un mot qui fait peur à Russes. Il l'utilise beaucoup. Mais Maïdan, c'est symbole des nouvelles valeurs, des nouvelles générations qui est pris. Et nous sommes Russes, nous voudrions la même chose, mais sauf que nous avons échoué. Alors, autre point abordé dans cette interview, c'est le point des visas. Pour Volodymyr Zelensky, eh bien, c'est le seul moyen finalement d'avoir une influence sur Vladimir Poutine, toucher son peuple qui serait donc empêché de voyager. Une seule certitude pour le président ukrainien, lorsque sa population fera pression sur ses décisions, eh bien, il y aura des résultats. Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a la question juridique, il y a la question politique. Il ne faut pas les confondre. Et les gens, certains gens, ils discutent dans leurs sentiments, dans leur colère, sur les points différents. Mais je pense que ça peut être aussi une partie où les mesures doivent être prises, parce que nous connaissons que c'est vraiment des complices de Poutine et de leur famille qui voyagent avec le visa touristique en Europe. Et ça veut dire ceux-là sont déjà frappés par les sanctions. Non, pas du tout. C'est pas ceux qui sont proches du pouvoir, si, frappés par les sanctions. Oui, mais par exemple, il y a beaucoup de familles où ils ne sont pas frappés par des sanctions. C'est juste le père de famille, mais pas ses enfants. Non, je ne sais pas, son belle-mère ou quelque part qui aussi appartient à cette société. Mais en même temps, l'autre côté de monnaie, il y a beaucoup de Russes qui reçoivent aujourd'hui le visa touristique en tant que prétexte à s'enfuir du pays, parce que vous savez que si tu déclares immédiatement que tu es opposant, imaginez comment vous pouvez franchir la frontière. Vous êtes immédiatement remarqué sur la frontière et vous êtes immédiatement... C'est un peu une chose à éviter, ce type de problème. Alors justement,